Nous sommes avec Jérôme Bérubé, un conteur de Baie-Comeau qui habite maintenant à Montréal. Oui. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que c'est votre première fois au Conteries de Charlevoix? Non, je l'ai déjà fait. J'ai fait la première édition. J'en parlais avec Claire-Lise tout à l'heure. Il y a quelques années, je suis venu ici et je me demandais, ça fait combien de temps? Elle dit, ouais, toi, tu étais sa première. Tu sais. Fait que oui, c'est ça, c'est un grand plaisir d'être de retour ici à Charlevoix pour faire cette activité-là qui est complètement géniale. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Je vais faire un conte semi-traditionnel, je veux dire. Okay. J'ai décidé de prendre une version de la Belle au bois dormant puis de l'amener à son extrême. En fait, je suis parti de la prémisse que qu'est-ce qui serait arrivé si la princesse ne se serait jamais réveillée. OK. Fait que c'est vraiment ça. On reste avec la princesse qui dort tout le long de l'histoire. C'est génial. C'est complètement nouveau, en fait. C'est pas en lien avec vraiment c'est en lien, mais je veux dire, c'est des nouveaux personnages, c'est une nouvelle dynamique. Oui, ben on reste avec la princesse, la sorcière, la fée, puis, mais rapidement, on sort de ça pour aller voir qu'est-ce qui se passerait. C'est de l'anticipation. Qu'est-ce qui se serait passé si telle chose serait changée. Ah, c'est un super de bon concept. Puis vous, est-ce que vous écrivez vos contes? C'est toujours des reprises comme ça que vous faites d'une histoire qui existait déjà? Normalement, j'écris mes propres histoires. C'est surtout ça que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça fait 6 ans cette année que je compte. Puis normalement, c'est de la création pure. Et tout récemment, j'ai commencé à m'attaquer aux contes traditionnels parce que je trouvais que c'était un défi au début. Je n'étais pas nécessairement à l'aise d'aller avec le conte traditionnel. Je ne savais pas quoi choisir. Puis récemment, j'ai décidé de m'attaquer à ça, regarder qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans. J'ai pris quelques trucs dans la mythologie grecque. J'ai travaillé l'histoire de Narcisse, entre autres, un personnage très intéressant. Oui, puis bon, la Belle au bois dormant. J'ai travaillé quelques histoires du baron Munchausen également, un personnage allemand de menteur. Un grand menteur, le roi des menteurs. Et donc, c'est ça. Ça m'intéresse de plus en plus, puis je vais m'en aller tranquillement vers ça, vers me faire un répertoire de trad. Ouais. Est-ce que vous avez des projets futurs dans l'univers du conte? Je sais que vous avez développé un peu le conte dans votre région natale à la Côte-Nord, oui. que c'est quand même un milieu qu'il y avait certains conteurs, je crois, mais que c'était plus difficile aussi, vu que c'était pas quelque chose qui était habituel dans cette région-là. Mais maintenant, avec votre déménagement à Montréal, avez-vous des nouveaux projets que vous mettez en place? Oui, je continue j'ai commencé à faire de la mise en scène. Je suis coach pour d'autres conteurs. Je fais aussi de l'éclairage pour les conteurs, fait que j'essaie de développer ça. Mais sinon, dans ma carrière à moi, j'ai des spectacles à gauche et à droite. Je travaille sur un spectacle sur la mort, avec une vision un petit peu plus contemporaine de la mort. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire à nous, maintenant, aujourd'hui? Cette grande angoisse-là qui nous tient depuis toujours, en fait. J'ai un autre spectacle que je suis en train de travailler avec ma copine sur les relations de couple à l'intérieur du conte traditionnel. Fait que c'est un angle intéressant. Puis, entre autres, dans cette démarche-là de faire du trad, il y a ce spectacle-là qui me tient à cœur, que j'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'on va réussir de faire avec ça? Est-ce que c'est votre seul métier, être conteur? Non, en fait, je suis éclairagiste de formation. C'est ça que je croyais comprendre. Fait que c'est surtout dans ça que j'ai travaillé jusqu'à tout récemment. Puis j'ai fait une marche, la marche de la virée des sommeurs de conte, en septembre dernier. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé, ça fait 5 ans que je compte. Je pense que c'est le temps que je me lance pour de vrai là-dedans. Je me lance corps et âme, puis je travaille, que je vive de mon art. Fait que, ouais. Pouvez-vous un peu expliquer c'est quoi votre événement que vous avez participé en septembre? La Grande Virée des Sommeurs de conte, c'est un événement qui a été inventé par une poignée de conteurs, 4 conteurs qui ont décidé de ramener le conte sur les routes, avec un peu la grande tradition des troubadours, la tradition des quêteux, qui marchaient de village en village pour transporter les nouvelles puis divertir les gens. C'est un peu ça qui est à la base du projet. Ce qu'on fait foncièrement, c'est qu'on marche d'un point A au point B. La première année, ils ont marché de Montréal jusqu'à Québec. Ensuite, l'année dernière, l'édition à laquelle j'ai participé, on a marché de Québec jusqu'à Rivière-du-Loup. Et à tous les soirs, on arrête puis on fait un spectacle devant la population qui est là. C'est des spectacles gratuits? Comment ça Oui, c'est ça. C'est des spectacles en contribution volontaire pour aider à financer le projet. Enfin, on est tous bénévoles sur le projet. On passe la journée, le matin, on se lève, on passe la journée à marcher 15-20 km. On arrive à destination, puis tous les 8 ensemble, on se dit qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Fait qu'on se parle entre nous. Qu'est-ce que tu comptes à soir? Moi, je compte à la fête, à la fête. Oui, chaque spectacle est différent. Puis il y a des gens l'année dernière qui nous ont suivis d'un spectacle à l'autre, qui en ont écouté plus qu'un, parce que on est 8.
Donc, on a chacun notre répertoire. Il y a moyen de faire des spectacles vraiment différents à tous les soirs. Fait que c'est vraiment un beau projet, super nourrissant. Toute la journée, on parlait de contes, on créait sur la route. Il y a même une conteuse d'ici qui fait partie des conteries avec vous à cette édition, qui participe avec vous, Geneviève Falaise. Oui, Geneviève Falaise, qui est une des fondatrices, en fait, de l'événement des Sonneurs de contes. Mm. Bon, ben on a très hâte d'entendre votre extrait, votre spectacle des Belles au bois dormant. Mm-hmm. Merci beaucoup pour l'entrevue, puis bonne chance dans tous vos projets. Merci beaucoup. Le conteur suivant, je dirais de lui qu'il est éclectique. Jérôme Bérubé est originaire de Baie-Comeau sur la Côte-Nord, où il réside encore avec fierté en alternance avec Montréal. Depuis 2009, il raconte ses histoires sur les routes du Québec. Ses contes l'ont mené de Natashquan aux îles de la Madeleine en faisant des petits détours par Montréal, Trois-Pistoles et Québec. Il a aussi participé l'année dernière à la grande virée des semeurs de contes. Alors pourquoi je vous dis qu'il est éclectique? Vous allez en juger. Il a un spectacle qui s'appelle L'Imaginite, conte absurde et sensé, qui lui a valu le prix à la création pour la Côte-Nord en 2013. Jérôme est vice-président au regroupement du conte au Québec et diffuseur d'une série de spectacles de contes à Baie-Comeau avec, ça ne s'invente pas, l'ouvre-boîte culturelle. En 2010, il a créé un conte, le Hochet, pour la réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Ouapishka. Et la même année, il a créé La fille au cœur de verre pour l'orchestre à cordes de Baie-Comeau. Pour vous dire que c'est un gars qui a de multiples facettes. Aujourd'hui, c'est une version un peu science-fiction de La Belle au bois dormant qu'il va vous conter. Voici Jérôme Bérubé. Ça va bien? Oui. Oui. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Savez-vous c'est quoi la différence entre une sorcière et une fée? C'est facile. C'est comme de demander c'est quoi la différence entre les bons et les méchants. Les méchants sont dans l'autre équipe. Puis les sorcières sont tout le temps dans l'autre équipe. Puis une fois, une sorcière s'était présentée dans un baptême. Le baptême d'un bébé qui se trouvait être une princesse. Puis il avait lancé sur la princesse qui était là un sort comme quoi à un moment donné, elle allait se piquer le doigt sur un fuseau de rouet. Ce qui allait amener la conséquence inévitable des crampes abdominales. Mort par crampes. Quand elle a vu ça, la fée marraine qui était là, elle s'est approchée, puis elle s'est mise à lancer son sort par-dessus celui de la sorcière. Elle s'est mise à parler en même temps. La sorcière, elle a vu ça, elle n'a pas arrêté, elle a continué à conjuguer son sort, à lancer ça comme ça. Les deux se sont mis à parler de plus en plus fort, pour lancer un sort sur le sort de l'autre. Les mots, ils ont commencé à se mélanger les deux ensemble. Ça fait des marmonnements magiques. Puis au-dessus du berceau de la princesse, il y a une motte de sorts gluants qui s'est accumulée, puis a commencé comme ça à glisser, à tomber, puis à imprégner le bébé. Un sort dont personne ne connaîtrait les effets. La sorcière, la princesse a vieilli, est arrivée à l'âge qu'ont les princesses, puis elle a trouvé le rouet dans le 3e sous-sol du château. Elle s'est piqué le doigt, est tombée comme ça, raide, clac, mais pas morte. Quand sa tête a touché le sol, le son a remonté l'escalier jusqu'à la salle du trône, puis les gardes sont descendus. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la princesse était en état d'ananthropie. Vous voyez ce que je veux dire? Non, elle était en biostasie. Était en animation suspendue. Vous voyez? OK, ils n'ont pas compris ça. Ce qu'ils ont compris, c'est que la princesse était endormie, puis il n'y avait plus rien qui avait d'impact sur elle. La princesse, elle dormait, mais elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus,
elle respirait plus. L'acier la perçait pas, le feu la brûlait pas, les charlatans ne comprenaient plus rien. Le temps avait ni d'impact sur sa beauté, ni sur sa jeunesse, ni sur la coupe de cheveux que s'était faite ce matin-là. La princesse dormait, puis les lois de la physique ne pouvaient plus rien faire contre elle. Le temps y a passé, puis il a fallu trouver une solution pour la réveiller. Fait que la fée marraine est allée de son côté, puis elle a cherché, puis est arrivée avec une théorie selon laquelle un prince pourrait arriver, embrasser la princesse, puis ça la réveillerait. C'est tiré par les cheveux, vous allez me dire. Mais la famille royale n'avait rien à s'accrocher. Fait qu'ils se sont crochés après ce petit espoir-là. Puis le roi, il a demandé à son fils d'embrasser sa fille. Parce que le seul prince qu'il y avait dans ce royaume-là, c'était le fils du roi. Puis il s'est dit qu'après tout, c'était pas la pire chose que la royauté avait faite. Toute la famille royale, toute la cour a descendu jusqu'au 3e sous-sol. Puis là, avant que les lèvres se touchent, sous le château, il y a 2 plaques tectoniques qui ont frotté une sur l'autre. Ça fait un tremblement de terre, le château s'est écroulé, puis tout le monde est mort. Sauf la princesse, qui, sous les tonnes de roches comme ça, était la seule qui, contrairement à tous les autres, ne s'était pas transformée en purée. C'est à partir de ce moment-là que le fait de la princesse endormie est devenu la légende de la princesse endormie. À imaginer. Une princesse comme ça qui se retrouve là, sous la terre. Une princesse gratis à réveiller en l'embrassant. Ça frappait l'imaginaire. Les gens se sont mis à essayer de trouver la princesse, à essayer de la déterrer de là. Mais un château, ça pèse lourd sur une paire de bras. Puis personne n'a trouvé la princesse. Fait qu'à défaut de trouver la princesse, ils ont trouvé une fin à l'histoire. Comme quoi, quelqu'un l'avait trouvé finalement, puis il l'avait embrassé, puis il s'était marié, puis il avait été heureux. Puis il avait eu des enfants. C'est à partir de ce moment-là que la légende de la princesse est devenue le conte de la princesse endormie. Puis qu'à partir de ce moment-là, c'est juste les enfants qui ont cru à l'histoire. Mais elle, la princesse, ça ne la dérangeait pas. Elle était endormie. À la surface, les siècles ont succédé aux siècles. Les guerres ont succédé aux paix, puis aux guerres, puis aux paix, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une guerre aille plus loin que les autres, puis laisse la planète irradiée et sans humanité. Tout le monde mort. Ça, tout le monde mort, quand tu t'attends à te faire embrasser, c'est assez décevant. Mais la princesse, ça ne la dérangeait pas. Elle était endormie, elle ne s'en rendait pas compte. Tout ce qu'elle faisait, c'était rêver. Le temps, l'histoire avec un grand H a continué à avancer. L'histoire a avancé. Les glaciations ont fait suite aux fontes, puis aux glaciations, puis aux fontes, puis aux glaciations, puis aux fontes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, une race décide de devenir plus supérieure aux autres, de devenir la race dominante avec son contrôle du mur et de la jachère. Mais malheureusement, avant qu'il trouve la princesse et qu'il l'embrasse, le soleil avait décidé de prendre ce moment-là pour passer de soleil jaune à géante bleue. Le soleil est arrivé à son point d'expiration, puis s'est mis à gonfler, puis à englober toutes les planètes qu'il y avait sur son chemin. Ce fait, salut, mon vieux tu. La Terre a été consumée. Toutes les traces du passage de l'humanité, toutes les traces du passage de la planète Terre dans l'univers ont été effacées. Sauf la princesse, qui est sortie d'un geyser de flammes, du soleil, comme ça. Puis ce qui était drôle, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si la princesse avait décidé, pour place ou être, la dernière place où la Terre avait été. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, dans l'univers, tout bouge. La planète tourne sur elle-même, puis elle révolutionne autour du Soleil, puis le Soleil, lui, tourne dans la Voie lactée sur son bras avec les autres galaxies. Mais à partir de ce moment-là, la princesse avait arrêté de bouger, est devenue immobile dans l'univers. Ça, immobile dans l'univers, ça va extrêmement vite. Parce qu'elle, elle ne bougeait plus, mais l'univers continuait de tourner autour. Un peu comme c'est un tourne-disque, l'aiguille, elle ne bouge pas. Mais vue de l'extérieur, l'aiguille, c'est elle qui a l'air de se promener. Fait que la princesse, comme ça, elle s'est mise à filer dans l'espace, à avancer à des vitesses incroyables, est devenue une comète. Elle avait un voile de flammes bleues derrière elle.
était belle, céleste, une princesse astronaute. Elle passait comme ça au travers des planètes en les faisant éclater. Elle a voyagé comme ça dans les espaces intersidéraux pendant des centaines de millions d'années. Elle avançait comme ça jusqu'à ce que l'univers, lui aussi, arrive à sa réaction proportionnelle et inverse. L'univers étant, la réaction étant le Big Bang, ben la réaction étant le Big Crunch, le grand croquage. L'univers a arrêté d'être en expansion puis s'est mis à se motonner sur lui-même. L'univers a commencé à se taponner. La matière s'est fondue dans la matière. Il y a eu des orages d'arc-en-ciel. Toutes les ondes lumineuses, les ondes sonores, les micro-ondes, les ondes radio se sont mises à s'assembler dans une cacophonie intense qui aurait réveillé tout ce qu'il y a eu de vie et de mort dans l'univers. Sauf la princesse, qui comme ça est restée endormie, couchée. L'univers s'est rapetissé jusqu'à avoir la taille de la pièce ici. Puis a continué à se rapetisser jusqu'à avoir la taille de la scène. Puis a continué à se rapetisser jusqu'à avoir la taille d'un ballon, puis jusqu'à avoir la taille de la pointe d'une aiguille, un micron minuscule. Puis dans ça, tout le potentiel de matière puis d'énergie de l'univers était rassemblé. Sauf la princesse, qui était comme ça, couchée, endormie, en dehors de l'espace, en dehors du temps, en dehors de l'absence même de néant, était couchée de façon impossible, là, comme ça, avec, à quelque part dans son cerveau, logé entre deux synapses, tout le potentiel de l'univers qui tenait là. Une princesse qui était couchée, qui était endormie, qui attendait un jour où le bon rêve arriverait, où la connexion neuronale se ferait, où l'impact, où la petite électricité donnerait un départ nouveau, un univers qui exploserait, qui grandirait, dans lequel il y aurait peut-être une forme de vie qui maîtriserait à la fois l'exploration spatiale et la monarchie, qui la trouverait pour l'embrasser, pour la libérer de la malédiction qui a été lancée par sa fée marraine. Ou en tout cas, ça, c'est selon la théorie, hein? Parce que vous savez, dans le conte, comme dans la science, comme dans la vie, des fois, les théories, c'est tout ce qu'on a pour s'accrocher à l'espoir. Merci beaucoup.